Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans votre journal. Le PAMREC a été lancé. Le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres aux communes est une réponse au faible niveau de recouvrement des taxes et autres recettes fiscales de ces collectivités locales. Il vise le renforcement de l'autonomie financière des mairies par une mobilisation efficace et efficiente de ces ressources. La phase pilote concerne 22 communes. 30 juillet 2023, commémoration de la lutte contre la traite des êtres humains. Le thème retenu cette année, chaque victime de la traite des êtres humains compte, ne laissez personne de côté. La Côte d'Ivoire, à l'occasion, réitère son engagement à éradiquer le fléau. Et puis, le projet de nouvelle constitution en Centrafrique soumis à 1,9 million d'électeurs ce dimanche prévoit notamment d'allonger la durée du mandat présidentiel et de supprimer la limitation du nombre de mandats. Les principaux partis d'opposition ainsi que les groupes armés rebelles ont appelé à boycotter le scrutin. On en parle en fin de journal. Les médecins nucléaires en Côte d'Ivoire se comptent sur les doigts d'une seule main. La médecine nucléaire, c'est cette spécialité qui consiste à administrer aux patients des composés contenant des matières radioactives qui peuvent servir à des fins de diagnostic et de traitement. Le plus ancien d'entre les médecins nucléaires ivoiriens est en exercice depuis une trentaine d'années. Il a d'ailleurs été le seul à le faire pendant environ 10 ans. C'est le professeur Bertin Hachi Ossé, professeur titulaire de médecine nucléaire et biophysique. Et pour le magazine du dimanche de ce 30 juillet, nous l'avons invité pour en savoir un peu plus sur cette discipline qui est totalement méconnue du grand public. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes par ailleurs directeur de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Absolument. D'accord. Et tout se passe bien. Oui. Merci, professeur. On se retrouve dans une demi-heure. Oui. À tout à l'heure. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Abuja, au Nigeria, hier samedi soir pour prendre part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Ce sont d'ailleurs 2 sommets qui seront organisés ce dimanche pour évoquer la situation au Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA se réunissent. L'objectif affiché est de contraindre le nouvel homme fort proclamé du pays, le général Tchiani, à rendre le pouvoir. Ce sont donc les chefs d'État de l'UEMOA qui vont se réunir dans un premier temps. Le dirigeant nigérien renversé est le président en exercice de l'organisation. On s'attend donc à une suspension du Niger et probablement à l'annonce de mesures pour contraindre la junte de Niamey à libérer le président Mohamed Bazoum et à rendre le pouvoir. Le faible niveau de recouvrement des taxes et des recettes fiscales des collectivités locales est une réalité et comme réponse à cet état de fait, le PAMREC a été mis en place. C'est le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres aux communes. L'idée, c'est de renforcer l'autonomie financière des mairies par une mobilisation efficiente de ces ressources. Une vingtaine de communes sont donc concernées par la phase pilote qui a été lancée cette semaine en présence de notre reporter Léon Brouk-Kwame. Du matériel informatique remis au secrétaire général de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un acte symbolique qui lance officiellement le PAMREC, le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres des communes. Il s'agit de doter 22 mairies de données fiables sur l'identité et la localisation des contribuables, le potentiel fiscal, autant que des dispositifs et mécanismes de collecte de taxes digitalisés et modernisés. Environ 3 milliards pour cette phase pilote, dont plus de 2 milliards de francs CFA investis par la BAD. Le projet permettra à court et à moyen terme de disposer d'un personnel avec des capacités renforcées, de générer des emplois locaux et des opportunités d'emploi, notamment à l'endroit des femmes. Améliorer la mobilisation des ressources propres pour donner aux communes l'autonomie financière. Le PAMREC, selon l'UVICOSI et le ministre de l'Intérieur, se veut la panacée pour le financement du développement local. Au titre des dotations budgétaires de 2023, c'est plus de 108 milliards de francs CFA qui ont été consentis aux collectivités territoriales pour les projets d'investissement. Ces efforts financiers
ne saurait suffire pour permettre la réalisation effective de tous les enjeux liés à la décentralisation. C'est pourquoi les stratégies innovantes doivent être développées. Il est mis en œuvre suite au constat du faible niveau de collecte des taxes et autres recettes fiscales du territoire des mairies. 20 mois pour évaluer le PAMREC et l'étendre à l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire. Chaque victime de traite des êtres humains compte, ne laissez personne de côté. Et voilà le thème 2023 de la Journée mondiale de lutte contre la traite d'êtres humains, célébrée ce 30 juillet pour faire connaître les conséquences de ce crime sur les victimes et favoriser la promotion et protection de leurs droits. Nous ne pouvons pas tolérer que ce crime fasse l'objet d'une indifférence et d'une impunité croissante. Michel Mambo. La traite des êtres humains, esclavage des temps nouveaux. Le phénomène prend des proportions. En face, les initiatives multilatérales se multiplient pour éradiquer le mal. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Plusieurs mesures vigoureuses sont prises qui se traduisent par la création par décret d'un comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, l'élaboration des stratégies nationales 2016-2020 et 2022-2025 de lutte contre la traite des personnes assorties d'un plan d'action, le renforcement des capacités des magistrats, d'officiers de la police judiciaire et d'agents de la police judiciaire sur la thématique de la traite des personnes, également la prise en charge holistique de 2165 victimes de la traite à ce jour. Toutes ces actions menées et les résultats obtenus en termes d'engagement et promesses concrètes ne l'auraient pas été sans une volonté politique clairement affirmée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de dresser en Côte d'Ivoire un rempart solide qui fait échec aux trafiquants d'êtres humains. Chaque victime de la traite des humains compte. L'État ne laissera personne de côté. C'est le thème national retenu pour cette 11e édition, un thème évocateur. Il s'agit pour le gouvernement d'informer et sensibiliser les populations sur les thématiques de la traite des personnes, du travail forcé et le trafic illicite de migrants. Aussi, de communiquer sur les voies de recours, de dénonciation, de poursuite, de répression des trafiquants et sur la protection et la prise en charge des victimes. Pour ce faire, la synergie des actions des ministères techniques, membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes, des partenaires et des acteurs engagés, permettra de mener une lutte optimale contre le phénomène de traite. Instituée en 2013 par la résolution 68-192 de l'Assemblée générale des Nations unies, la célébration officielle de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains se tient à Ouaké. La Côte d'Ivoire se construit, les infrastructures de base se rapprochent des populations. Du côté de Bandoukou, au nord-est de Côte d'Ivoire, le village de Kamala a désormais un château d'eau et celui de Sorobango, une école primaire. Des infrastructures inaugurées récemment par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. On suit la correspondance d'Herman Niamia. Dans la région du Gontougo, les actions de développement du président de la République Alassane Ouattara ne cessent d'apporter le bonheur aux populations. Ce jour encore, c'est au tour des populations du village de Kamala de la sous-préfecture de Sorobango d'être en joie. Après le raccordement du village au réseau électrique national, cette bourgade vient de bénéficier d'un château d'eau. L'inauguration de l'infrastructure a été l'occasion pour les populations de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Désormais, nos populations s'accoutument à la vie avec l'électricité. Ainsi donc, après l'électricité, le chef de l'État nous gratifie encore avec de l'eau potable. Notre joie est immense face à toutes ces réalisations. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a exhorté les populations à toujours faire confiance au président de la République qui, selon lui, a encore de grands projets pour la région. Tous les entrepreneurs sont là. Donc, chers parents, le président Alassane Ouattara travaille pour vous. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a procédé à l'investiture du bureau des jeunes du village.
Après Kamala, le candidat du RHGP à l'élection régionale dans le Gontougo s'est également rendu à Sorobango pour l'inauguration de l'école primaire publique Kiagba Lora. Pour rappel, la réalisation de cette école d'un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau pour le directeur et des toilettes d'un coût de 25 millions de francs CFA est l'œuvre de celui dont l'école porte le nom, le ministre Laurent Kiagba. À Dakbadou aussi, on a eu une nouvelle école, un collège de proximité. Dakbadou, c'est dans le département de Sassandra. L'établissement compte 8 classes. Il a été réalisé dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Son inauguration s'est faite pour le plus grand bonheur des populations, comme nous le rapporte Sam Conan, notre correspondant dans la région. Les populations de la sous-préfecture de Dakbadou dans le département de Sassandra sont en fête. Et pour cause, le collège de proximité construit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, est inauguré officiellement ce jour. Et les populations sont reconnaissantes à leur bienfaiteur, qui permet cela. Population de Dakbadou, je voudrais que vous donniez des applaudissements au président Alassane Ouattara. Ayo Kakaka, Bamo Barika. On se croirait même à une journée d'hommage au président de la République. Merci beaucoup Dakbadou pour cette reconnaissance. C'est bien Feu Amadou Gon Koulibaly, lors de son passage à Guédibo, qu'il a pris l'engagement que Sago et Dakbadou allaient avoir des collèges. Monsieur le ministre-gouverneur, il faut transmettre nos remerciements au président de la République. Pour que le développement de la région du Boclé se poursuive, le ministre-gouverneur Philippe Légré demande aux populations de continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara. Vous êtes des grands producteurs de tout ce qu'il y a comme richesse en Côte d'Ivoire. Et le président de la République, le président Alassane Ouattara le sait. C'est pourquoi il a prévu bitumer la voie qui part de Sassandra à Gaïwa. Les études sont déjà faites et vous aurez ce bitume. Le collège de proximité qui est inauguré ce jour porte le nom du ministre-gouverneur Philippe Légré. Il dispose de 8 salles de classe, des toilettes et une salle multimédia. Du tout jeune collège de Dakbadou, on vient au lycée classique d'Abidjan qui lui a été créé en décembre 1945. C'est là que vient de se tenir le salon de l'orientation, le lieu pour les nouveaux bacheliers de s'informer sur les filières d'études et les établissements qui correspondent à leurs aspirations. Laetitia Kwasi et Godfrey Okambawa étaient au lancement du salon. Après l'obtention du baccalauréat qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur, le choix d'une bonne orientation est parfois difficile. Le salon de l'orientation vient donc répondre aux préoccupations des nouveaux bacheliers. Une plateforme qui donne l'occasion aux universités et grandes écoles publiques et privées de présenter les opportunités d'enseignement et de formation à ces nouveaux bacheliers. Lorsque les enfants arrivent, ils sont d'abord reçus par des conseillers d'orientation qui vont donc les recevoir en entretien collectif, en entretien personnalisé et avec des tests de personnalité, des tests d'orientation qui vont leur permettre de mieux se connaître avant d'effectuer des choix de filière. Ils viennent ensuite auprès des structures de formation et des entreprises pour découvrir les différents métiers et les différentes formations. C'est très bénéfique pour nous, les nouveaux bacheliers. En tout cas, ça nous permet de nous projeter, de savoir ce que nous voulons faire dans le futur. Pour cette 12e édition, ce sont plus de 120 établissements qui participent au salon de l'orientation. Après Abidjan, les villes de Daloa et Bouaké accueilleront cette caravane de l'orientation du 31 juillet au 3 août 2023. Il faut vaincre l'échec par la résilience. C'est le thème de la 2e édition des week-ends du mérite et de l'excellence qui s'est tenue cette semaine. Cette édition 2023 a enregistré la participation des jeunes venus s'inspirer de certains modèles. Reportage Angela Diallo dans un commentaire de Marie-Chantal Attendant. Les week-ends du mérite et de l'excellence, une initiative de la Grande Chancellerie de Côte d'Ivoire. L'institution a mis en place son programme de promotion en faveur des jeunes, dont fait partie ce projet. La Grande Chancellerie demeure l'institution du mérite et de l'excellence, qui ne limite plus ses actions à la seule décoration. Elle conduit désormais des opérations de promotion pour valoriser les modèles
les week-ends du mérite sont une réponse à cette ambition, car c'est un outil d'enrichissement mutuel pour mettre en lumière des mérites capables de susciter d'autres exemples. Cette initiative est un cadre d'échange avec un invité spécial, afin de partager son parcours inspirant aux entrepreneurs et aux étudiants. Nous aimerions, en tant que jeunes, voir plus d'initiatives dans ce sens. Je remercie vraiment la grande chancelière pour cette initiative. Je suis très très heureux que le président, vraiment cette année, pense à la jeunesse. Je sais qu'il a toujours fait, mais le fait que cette année soit spécialement dédiée à la jeunesse, c'est un signal fort. À son tour, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a félicité l'hôte du jour pour son brillant parcours professionnel. Cher Régis, cher fils, les questions qui t'ont été posées prouvent que tu es une source d'inspiration. Je vous encourage à faire preuve de la même détermination. La première édition des Week-ends du mérite et de l'excellence avait pour invité la première femme pilote de ligne, Aya Gertrude Conan. À travers ses actions, l'institution s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a dédié 2023 l'année de la jeunesse. On en vient maintenant à cette formation initiée par le FIGE, l'Institut du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et d'institutions assimilées, une formation des acteurs de contrôle de l'administration publique venus de plusieurs pays d'Afrique. La formation a porté sur les normes et les bonnes pratiques de vérification, d'audit, d'investigation et d'évaluation. Le témoignage de Laure Goretti. Les experts de l'Institut du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées FIGE renforcent leurs capacités. Ce sont différents acteurs de contrôle de l'administration publique venus de plusieurs pays d'Afrique à Abidjan qui apprennent les normes et les bonnes pratiques de vérification, d'audit, d'investigation et d'évaluation. Cette session a focalisé sur des thèmes sensibles en matière de notre métier. Elle nous a permis de sortir avec un bagage réglementaire, surtout les doctrines, les normes et la réglementation nécessaire pour pouvoir suivre l'évolution dans le domaine. C'est une occasion de faire des échanges entre collègues du métier des pays membres du FIGE. Ça nous a permis d'avoir une idée des normes existantes en la matière, de leur couverture et de leur méthodologie. Nous avons été vraiment satisfaits. Nous allons approfondir d'abord ce que nous avons vu ici, puis nous allons appliquer ça sur le terrain. À l'occasion de la clôture de cette première session de l'année 2023, l'inspecteur général d'État, Awan Doli Théophile, souligne l'efficience et le professionnalisme des acteurs de contrôle. Vous avez donc eu à échanger sur les doctrines de la vérification à travers le temps, sur les normes et doctrines d'évaluation et sur la normalisation. Avec la pertinence de tous ces points, je crois fortement que vous avez désormais une large vue des doctrines, des normes et des bonnes pratiques internationales en matière d'audit, d'investigation et d'évaluation. Au terme du séminaire, les participants ont reçu des certificats de compétences. Le reportage de Laure Goretti a été commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. En Côte d'Ivoire, il faudra désormais compter avec la journée de la culture coréenne. La première édition de la journée vient de se tenir au Centre sportif et culturel ivoiro-coréen à l'initiative de l'ambassade de Corée en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de promouvoir la culture coréenne. Serge Pacom Didi et Abou Sanogo, qui étaient à cette première édition, nous en donneront le reportage dans nos prochains journaux. Nous allons maintenant aller à cette gestion de crise. Comme il est de coutume, l'OIPC, l'Organisation internationale de la protection civile, initie cette année encore une formation destinée aux services de protection civile en Afrique. Pour cette édition 2023, ce sont des acteurs de 8 pays du continent qui ont vu leur capacité renforcée sur la gestion des crises. C'était à Grand Bassam, dans le sud Comoé. Ces cadres de la protection civile représentent l'Algérie, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie. Ces stagiaires reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ils sont à présent mieux outillés pour une meilleure qualité de service de protection civile en Afrique. Le problème n'est pas de se préparer à éviter les surprises, mais de se préparer à être surpris
Gardez bien cette phrase en tête. Par ces 2 semaines, vous avez fait reculer un petit peu cette barrière de la surprise. Surtout en cette période où le monde entier fait face et de manière récurrente à de nombreuses crises de toutes sortes, malgré nos moyens limités. Ce renforcement des capacités serait perçu pour nous comme un outil de résilience. L'initiative de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, est possible grâce à l'Office national de protection civile, ONPC, qui s'est donné les moyens de sa concrétisation. Relativement à la professionnalisation de la gestion des crises dans notre pays, l'Office national de la protection civile poursuivra ses actions par la formation et le renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs de protection civile de Côte d'Ivoire. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bako Jean Fructueux, directeur de cabinet adjoint chargé de la décentralisation, insiste sur la mise en priorité de la prise de décision dans une cellule de crise. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire continuera toujours de jouer sa partition par le respect de ses engagements internationaux et par son appui constant à toutes les initiatives de Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile pour la formation des acteurs de la protection civile. Ce renforcement de capacité dont le thème était « Gestion des crises et didactique méthodologique » s'est tenu dans la ville historique de Grand-Bassam 2 semaines durant. Un reportage signé Walter Amadou Ouattara. Alors maintenant, à Grands-Atri, département de Soubré dans la Nawa. Grands-Atri a un nouveau chef central qui a été installé officiellement cette semaine. Son nom, c'est Maïnénié René et il entend promouvoir la paix et le vivre ensemble durant tout son mandat. On en sait plus avec Patricia Omoetia. Maïnénié René est officiellement le nouveau chef central de Grands-Atri. L'événement parrainé par le ministre Alain Richard Dombayi est placé sous le signe de la cohésion. Le nouveau chef entend œuvrer pour la paix et au renforcement de la cohésion à Grands-Atri. Il a exhorté les populations à l'union. Je dois indiquer la voie à suivre à la population. Je sens le poids et je sais que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va m'aider à réaliser la cohésion, l'unité du village. Venus de toutes les contrées, les populations ont montré par leur mobilisation leur soutien au nouveau chef et leur adhésion à sa vision. Le chef a été choisi par l'ensemble des chefs de Grands-Atri pour être chef central. Il est choisi par la population et il est donc investi par l'autorité de l'État. Nous avons conseillé donc au chef d'être à l'écoute de ces populations, d'être un chef honorable pour qu'il soit honoré par cette population et puis c'est une courroie de transmission entre l'administration. Ils se sont engagés à promouvoir le vivre ensemble autour d'eux. Ce dimanche 30 juillet au matin, les Centrafricains ont commencé à se rendre dans les bureaux de vote pour se prononcer sur un projet de nouvelle constitution porté par le président du pays, Faustin Archange Touadéra. Le projet constitutionnel prévoit notamment d'allonger la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et de supprimer la limitation du nombre de mandats, ce qui lui permettrait de briguer un 3e mandat. Les résultats provisoires doivent être publiés sous 8 jours et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août selon l'autorité nationale des élections. Ici, en Côte d'Ivoire, la CNAM, Caisse nationale de couverture maladie universelle, s'emploie à former les journalistes de l'audiovisuel, de la presse écrite et de la presse numérique. Ils ont vu leur capacité renforcée sur les mécanismes de la couverture maladie universelle qui s'améliorent de plus en plus grâce aux nouvelles dispositions mises en place par la CNAM. Plus de détails avec Davis Oyo. Les hommes et femmes de médias instruits sur les avancées de la couverture maladie universelle, CMU. Le nombre de cartes produites et distribuées et la récente opération lancée baptisée CMU Vacances. Nous avons été informés de ce que 77 sites d'enrôlement concernant cette opération Vacances qui a été mise en place et qu'au fur et à mesure, le déploiement se fera sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, vous voyez que les sites d'enrôlement sont pris d'assaut. La CMU a jugé nécessaire de donner des informations, comment faire pour juguler un peu le flux
n'est-ce pas, et puis orienter la population vers les nouveaux sites d'enrôlement. Concernant le panier de soins, 3 nouvelles pathologies introduites. Il s'agit de l'hypertension artérielle, le diabète et la transfusion sanguine. Dès que le décret sera donc diffusé au journal officiel et que la liste des médicaments qui sont couverts dans le cadre de ces pathologies sera établie, les professionnels de santé seront informés ainsi que les pharmaciens et les populations pourront donc aller se soigner et bénéficier des prestations qui sont prévues dans ce décret. Depuis l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle, ce sont 4 180 530 cartes produites et 2 841 349 cartes distribuées. Le village de Golikro, dans la sous-préfecture de Béoumi, aura bientôt son premier centre de santé. Les autorités et cadres de Béoumi et aussi de la région de Gbeke viennent de lancer les travaux de construction qui vont coûter 126 millions de francs CFA. L'initiative est du Rotary Abidjan Horizon. Reportage Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Coup de truelle des autorités administratives et traditionnelles et des cadres de la région du Gbeke pour le lancement des travaux de construction du premier centre de santé du village de Golikro, sous-préfecture de Béoumi. Une initiative du Rotary Abidjan Horizon. L'action s'inscrit dans le cadre des projets humanitaires du Club Service. Pour la réalisation de l'édifice sanitaire, le Rotary Abidjan Horizon fait don de 20 millions de francs CFA. C'est un don, c'est dans notre vision, c'est dans notre engagement sociétal que nous sommes venus soutenir les populations vulnérables, les populations de Golikro, afin d'améliorer leur système de santé, leur apporter une qualité de soins. Un soulagement pour les villageois. Si vous n'avez pas la santé, qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette terre? C'est un acte majeur qui vient d'être posé par les principaux acteurs. Le président de la cérémonie, par ailleurs directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, invite les cadres à s'engager davantage dans le développement de leur terroir. Aujourd'hui, quand vous allez dans un village, les villageois ne vous disent pas « je suis de quel parti politique ». Ils disent « j'ai besoin d'école, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de centres de santé ». Et c'est ce qui doit nous préoccuper. Nous devons être en mesure d'apporter à nos populations tous ces besoins. Pour la construction du centre de santé de Golikro, d'autres financements sont attendus afin de compléter le don du Rotary Abidjan Horizon. Le préfet du département de Béoumi encourage et félicite les initiateurs qui œuvrent pour le bien-être des populations du monde rural. Jonon Organisation est une fêtière d'organisation de jeunesse qui lutte exclusivement contre les dangers liés à la consommation de la drogue. Dans son plan d'action pour l'année 2023, elle a prévu une vaste campagne de sensibilisation contre ce fléau dans la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Ce sera un festival qui se tiendra sur plusieurs jours. L'événement a été annoncé récemment à Odiéné au cours d'une conférence de presse. C'était au micro de notre correspondante Eve Boué. La consommation de la drogue par la jeunesse dans la région du Kabadougou est un réel fléau grandissant. Le phénomène avait gangréné la région d'Odiéné. Nous avons pris service il y a 6 mois. Nous avons démantelé plus d'une dizaine de fumoirs ici à Odiéné. Nous avons interpellé plus de 20 personnes qui ont été déférées devant le parquet. Aujourd'hui, le phénomène de la drogue se retrouve dans nos écoles. Aujourd'hui, les fumoirs sont fréquentés par les élèves. Pour adresser cet art de la société dans cette région frontalière à 2 pays, l'organisation Jonon décide d'y mener bataille. Jonon Organisation a donc décidé de sensibiliser la jeunesse sur les dangers liés à la consommation de la drogue en promouvant et primant l'excellence tout en présentant les bonnes valeurs. Et cela se fera autour de la tenue d'un futur festival dénommé Jeunesse sans drogue. Oui, c'est possible. Primons l'excellence afin de bannir ce fléau. L'initiative est appréciée. Merci à Jonon Organisation. Parce que le fléau existe, le phénomène est là. Nous voyons les enfants, des enfants de bas âge. Vraiment, c'est un fléau et nous souhaitons que votre mission soit menée à bien. Nous étions tous là pour dire non à la consommation de la drogue chez nous, à la circulation de la drogue, à la vente, à la production de la drogue dans notre localité. Nous nous inscrivions dans les mêmes sillons avec Jonon Organisation pour dire non. Jonon Organisation est créée en 2020 à Abidjan. C'est une fêtière composée de jeunes issus de plusieurs associations.
Son cheval de bataille, la lutte contre la consommation de la drogue. On passe au magazine du dimanche. Notre invité du jour nous a rejoint en plateau. C'est le directeur de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, professeur Achio Sébertin. Merci encore, professeur. On va suivre cet élément vidéo que nous propose Alexis Ouedraogo. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan nous ouvre ses portes ce mercredi. Au lendemain de l'inauguration de l'ouvrage au sein du CHU de Cocody, c'est le docteur Jean-Éric Granger qui nous fait la visite guidée. Quand on parle de médecine nucléaire, bon, c'est vrai que ça fait un peu peur dans le commun des mortels, mais nucléaire pour simplement parler du noyau, puisque tout se fait au niveau du noyau de l'atome. C'est ici la salle d'injection, c'est ici que se fait l'injection de radioactivité. Une fois injecté du produit à base de radioactivité, vont attendre ici, qui est la salle d'attente chaude. Ici, il y a certains examens qui demandent des efforts. Donc, on a ici des tapis qui permettent aux patients de pouvoir faire du sport, de telle sorte qu'on puisse faire les examens. Ici, c'est le labo chaud. C'est ici que nous faisons toutes les préparations qui seront ensuite injectées aux patients. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a une case. C'est là qu'on dépose le produit pour être injecté aux patients. Donc là, c'est la salle de diagnostic avec notre appareil, le SPECT. Les patients qui ont été injectés vont passer sur la table ici. Et en fonction de la radioactivité contenue dans le corps, de la manière dont le rayonnement va se faire, on pourra détecter le mal. La médecine nucléaire utilise le principe de la radioactivité pour chercher certaines maladies et en soigner d'autres. On a le diagnostic, on a les examens radioimmunologiques, on a également l'hospitalisation pour le traitement. Par exemple, le traitement du cancer de l'iode. C'est des gélules à base d'iode que le patient va prendre. L'iode radioactive vont aller se localiser au niveau de la thyroïde et vont détruire les cellules cancéreuses, uniquement les cellules cancéreuses. En fonction de ce qu'il a reçu, il va rester 3 à 5 jours avant de pouvoir rentrer chez lui. Ce centre médical, avec son plateau technique de référence, va permettre la prise en charge optimale de plusieurs pathologies. Il y a des bilans de santé biologiques. Il y a des bilans de santé radio-immunologiques aujourd'hui. Ce que vous faisiez dans le temps, dans les laboratoires, vous partez par exemple doser votre taux de FSH, votre taux de LH, votre taux de etc. etc. Aujourd'hui, grâce avec la radioactivité, on peut également doser ces éléments-là, grâce à la radioactivité. C'est exactement, très très précis. On va jusqu'au milliardième. L'IMENA est d'ailleurs le premier centre médical du genre dans l'espace UEMOA. L'Institut vient remplacer le petit centre nucléaire installé par le biais de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a fonctionné durant 7 ans au sein de l'UFR des sciences médicales de l'Université de Cocody. Merci Alexis Ouedraogo pour cette visite guidée. Médecine nucléaire, qu'est-ce que c'est, professeur? Merci, M. Hamza. La médecine nucléaire, c'est l'utilisation de l'énergie de la radioactivité sous forme de rayons gamma, alpha et bêta pour chercher beaucoup de maladies et en soigner certaines. Elle est méconnue. Hein? Elle n'est pas bien connue, malgré quelques informations que nous avons données concernant le petit service de médecine nucléaire. Mais nous sommes attelés à rencontrer nos confrères pour les prescriptions pour les patients. La médecine nucléaire, ça fait peur? Oui. Depuis l'avènement des 2 bombes larguées par les Américains à Nagasaki et Hiroshima, et qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale et qui a tué pas mal d'individus en 1 seconde, on a vraiment peur du nucléaire et de tout ce qui se rattache à l'atome. Mais l'Agence internationale a instauré ce qu'on appelle Atom for Peace, Nuclear Energy for Development. Donc, l'atome au service de la santé, voilà notre point d'action du nucléaire. Mais quand faut-il consulter un médecin nucléaire? Non. Ce sont nos collègues cliniciens qui vont juger la nécessité de faire une exploration en médecine nucléaire dans toutes les disciplines. Ouais. Alors nous faisons de l'imagerie fonctionnelle qui est différente de la radio et le laboratoire... Le vôtre est plus poussé.
Comme l'a dit mon assistant, le docteur Granger, nous dosons les puissances au milliardième du gramme. Un milliard, c'est une petite chose à l'état de trace. Ça coûte combien une consultation? Non, les examens que nous faisons, d'ailleurs je salue ici avec déférence le ministre Patrick Hachi et notre ministre actuel. Le Premier ministre Patrick Hachi. L'excellent Premier ministre Patrick Hachi et notre ministre de tutelle, M. Pierre Ngou. Récemment, on a comparé les prix effectués à Dakar et à Ouagadougou et notre ministre nous a dit d'être au plus bas pour permettre à beaucoup d'Ivoiriens de faire ces examens qui pourront affiner les diagnostics de nos confrères. Combien? Pour une théorie, Ouagadougou fait 40 000, l'autre fait 45 000, nous le ferons à 35 000. C'est-à-dire 5 000 francs en dessous. Ça, c'est le ministre qui l'a voulu pour permettre à beaucoup d'Ivoiriens, dans l'optique que la Côte d'Ivoire est un peu plus aisée, acheter des réactifs, donc afin de permettre à beaucoup d'Ivoiriens de faire ces examens-là. Comment ça se passe, l'examen dont vous parlez? Bien. Par exemple, un cardiologue qui suspecte une maladie cardiaque qu'on appelle l'infarctus du myocarde, il nous l'envoie, on le reçoit et on injecte un produit faiblement radioactif, parce qu'il faut le souligner, faiblement radioactif, qui ne perturbe pas le métabolisme. Et le malade va se présenter dans la salle d'examen, dans le premier temps, sans effort. Le corps arrive à distribuer le sang à tout l'organisme. Et tout à l'heure, vous avez vu, il a montré la salle d'effort et on demande au malade de faire un effort. Quand les muscles travaillent, il faut leur apporter plus de sang. Alors, le cœur doit travailler 10 000 fois plus. Imaginez que l'artère qui lui apporte du sang est à moitié fermée, il ne reçoit pas de sang, il est en souffrance. Tout de suite, on dit au cardiologue, ce malade-là, il faut l'opérer parce qu'il est en train d'obstruer un vaisseau, il faut l'opérer tout de suite. Sinon, dans 6 mois, 1 an, il va faire l'infarctus qui est la mort subite. Et quelles sont les maladies, à part ce que vous venez de dire, quelles sont les maladies qu'on peut diagnostiquer à partir de cette médecine? Oui, toutes les disciplines sont concernées. En rhumatologie, la médecine nucléaire, c'est le gold standard. On peut voir un os qui est fracturé, une tumeur des os, les métastases, c'est-à-dire les cellules cancéreuses disséminées à l'os. En cardiologie, je vais tout de suite vous donner un médicament qui est toxique au cœur. C'est la médecine nucléaire qui dit tout de suite, attention, le ventricule gauche, il n'est pas capable de le faire, ou bien il faut le faire avec assistance. En neurologie, par exemple, la maladie d'Alzheimer, il y a une maladie démentielle. La médecine nucléaire précise les zones du cerveau touchées. Même l'épilepsie, qui est une maladie un peu honteuse, la médecine nucléaire est capable de localiser la zone épileptogène. Et puis, si elle est périphérique, le neurochirurgien l'enlève et la maladie guérit. Alors qu'on a dit que c'était une maladie un peu mystique. Elle est guérissable et grâce à la médecine nucléaire qui localise la zone épileptogène. D'accord, avec tout ce que vous dites, on l'entend bien, mais il y a quand même une limite parce qu'avec la médecine nucléaire, on détecte bien entendu la tumeur précoce, mais la médecine nucléaire n'arrive pas à localiser la tumeur. Oui. Il s'agit de l'imagerie nucléaire qu'on appelle la scintigraphie. La scintigraphie est de l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on est obligé d'injecter le produit radioactif très faiblement avec un vecteur qui a l'habitude d'aller à un organe. Alors, le vecteur conduit la radioactivité à l'organe et tout de suite, la machine qui est la gamma caméra, une machine hautement électronique, qui coûte assez cher d'ailleurs, et localise la zone malade. Mais la médecine nucléaire ne permet pas de systématiser tous les organes, c'est-à-dire de montrer les limites de tous les organes. Elle sait trouver où se trouve la maladie sans pouvoir dire que c'est exactement dans ce lieu-là. Et c'est pour ça que les Européens ont adjoint le scanner. Le scanner vient corriger cette déficience-là. De localisation. Le scanner a une précision de localiser tous les organes en fonction de leur atténuation des rayons X. Et la médecine nucléaire détecte. La médecine nucléaire précocement détecte et met son doigt sur la lésion. Quand vous dites précocement, c'est dire que la tumeur est tout
infraclinique. Oui. C'est-à-dire, au moment où le malade ne sent rien du tout, c'est infraclinique, asymptomatique, et puis la médecine nucléaire trouve cette lésion, et le scanner vient en renfort en disant... Que c'est à ce point précis. Oui, l'endroit où la médecine nucléaire a trouvé la lésion, c'est par exemple dans le foie, dans la rate, donc... Et cet appareil s'appelle le TEMP scan. Oui, il s'appelle le TEMP scan. Oui. Il y a un autre qui s'appelle le TEP scan et qui est dédié au cancer. Oui. Et toutes les maladies qui sont liées au cancer. Oui. La cancérologie, donc. Et puis, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a les équipements qu'il faut? Oui, on a une gamma caméra double tête qu'a montré mon assistant. Oui, mais ça, c'est pour le test basique. Ça, c'est pour vraiment tout l'examen de base, tous les organes. Oui. Maintenant, pour aller un peu plus loin, il y a le TEMP scan qui vient en renfort pour... Que vous n'avez pas encore. On n'avait pas encore. Vous l'aurez quand, le TEP scan, le ministre Pierre Ngoumba nous l'a promis, et dans notre discussion, il était question d'ailleurs qu'il pose la première pierre au moment de l'inauguration, mais les études ne sont pas encore faites, mais je crois très rapidement, et il m'attend pour que ce soit fait. Et alors, la cancérologie se sera vraiment trouvée reconfortée parce que c'est le gold standard pour la cancérologie. Vous voyez, le cancer, il doit être détecté tôt. C'est à ce niveau-là qu'il est curable à 100% quasiment par une énucléation chirurgicale. La médecine nucléaire apporte donc un complément à la radiologie, à l'échographie et à l'IRM, c'est bien cela? Bien. Ce que ne peut pas faire tous les autres, la médecine nucléaire le fait. Et c'est en complément de tout ça qu'on a l'aéropage de tous ces éléments pour le confort, diagnostic et le traitement à large échelle pour élargir le plateau technique de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est pour bientôt. Les membres du gouvernement, le Premier ministre vous suit en ce moment même. On en trouve combien sur la place? On en trouve combien de médecins nucléaires? Vous êtes le tout premier. Dans mon équipe, nous sommes 3 médecins nucléaires diplômés et 1 qualifié. Ça, c'est dans votre équipe, mais dans toute la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Et c'est le tout premier. Qu'est-ce qui fait ça? C'est difficile, la formation? Pourquoi? Oui. Pour faire la médecine nucléaire à l'échelon universitaire, il faut, en plus de votre thèse de médecine, faire une deuxième thèse qu'on appelle le doctorat d'université, qui vous prend encore 4 ans, sans compter les Master 1 et 2, 6 ans en plus. Donc, vous voyez, c'est déjà long de faire une thèse en médecine. Vous avez été encore 6 ans pour la médecine nucléaire et évoluer, évidemment, au plan universitaire. Et c'est très difficile à la croisée de la médecine et de la physique atomique. Oui. Et donc, les jeunes, je crois, sont un peu réticents, mais maintenant que le matériel est là, que l'application clinique... Le matériel qui va être encore renforcé. Quels sont les risques de la médecine nucléaire, professeur? La médecine nucléaire utilise la radioactivité. La radioactivité, c'est de l'énergie, comme vous savez, mais les quantités et les études qui ont été faites pour l'application sur l'homme, justement, limitent ces effets-là. Et pour répondre à cette question, je réponds toujours par le syllogisme. Les États-Unis sont le pays où la pharmacovigilance est le plus poussée, c'est-à-dire l'utilisation d'une substance sur l'homme. Or, c'est aux États-Unis que la médecine nucléaire a été découverte et commencé. Donc, vous savez que c'est faisable. Il faut seulement respecter, comme en matière de conduite, respecter le code de la route. Oui. Le code d'utilisation de produits. Et il peut y avoir aussi des effets secondaires. Les effets secondaires, ça existe toujours. Le risque zéro n'existe pas. Toute substance fabriquée par Dieu a des avantages et inconvénients. Lorsque les avantages dépassent l'inconvénient, il est bon. Lorsque les inconvénients dépassent l'avantage, il est mauvais. Et donc, la pharmacovigilance étudie tout ça et nous a donné des principes et des limites. On a d'ailleurs un contrôleur qui est l'ARSN, l'autorité de régulation et de sûreté nucléaire,
qui nous vérifie souvent si on applique ces données-là. Et nous sommes en accord pour que l'homme tire le bien pour le nucléaire et les effets néfastes soient négligés. C'est tout comme un antibiotique. Un antibiotique tue les microbes, mais peut entraîner une insuffisance rénale. Il faut respecter les doses, c'est tout. Oui. Et surtout que cette médecine nucléaire doit être vulgarisée au même titre que l'échographie, par exemple. Oui, et on s'y attelle. On a prévu plusieurs rencontres télévisées, radio et la presse écrite. Et j'envoie les spots à mes collègues. Merci. Merci, professeur. Professeur Achio Sébertin, professeur titulaire de médecine nucléaire et biophysique, directeur de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, l'un des rares, peut-être même l'unique, avec 21 titres et diplômes universitaires. Nous avons eu le grand honneur de le recevoir ce dimanche. J'espère que vous en avez appris beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis en tout cas et merci de votre confiance.